We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Les deepfakes menacent nos démocraties et ont la capacité de les détruire dans les mois à venir. Bon d'accord, ça peut paraître un peu extrême comme affirmation, mais dans cette vidéo on va voir ensemble que les deepfakes ont le potentiel de complètement bouleverser nos sociétés, et ça pour tout le monde et à l'échelle internationale. On va découvrir ensemble que les deepfakes ont la capacité de détruire la fabrique même de la réalité et perturber le fonctionnement de nos processus et institutions démocratiques. Les deepfakes sont un danger majeur pour nos démocraties. Bon, revenons un peu dans le temps, il y a un an, le 16 mars 2022, quand cette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Шановні захисники, бути президентом виявилося. Dans cette vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en train d'ordonner à ses soldats de baisser les armes et d'abandonner le combat contre la Russie. Bizarre quand on sait que depuis le début de la guerre, le président ukrainien encourage ses soldats à se battre sans relâche et à ne rien laisser tomber. En fait, cette vidéo elle a été créée de toutes pièces et quelques jours après sa publication, le président Zelensky a affirmé sur ses réseaux sociaux qu'il s'agissait d'un deepfake. Il a ajouté « Si je peux proposer à quelqu'un de déposer les armes, c'est à l'armée russe de le faire. Nous défendons notre terre, nos enfants et nos familles. » Bon, en fait, si on regarde la vidéo de plus près, c'est pas hyper difficile de remarquer qu'il s'agit d'un deepfake. La tête du président bouge à peine, il cligne des yeux bizarrement, on entend que c'est pas vraiment sa voix, enfin bref, c'est pas franchement hyper réaliste. Mais ça, c'était il y a plus d'un an, et depuis, les vidéos deepfake, les vidéos truquées, sont devenues de plus en plus réalistes. Quand on voit des vidéos comme celle-ci, I just dropped like a 150 milligram edible. ou encore celle-ci, Where is? I said, polar bear? He said, enough to break the ice. ou celle-là, c'est quand même super chaud de savoir si c'est vrai ou pas, et perso, moi ça me fait flipper. Bienvenue dans le monde des deepfakes, un monde où la réalité s'effrite, où les doutes se multiplient, où tout est incertain et la méfiance prospère. Salut, je m'appelle Elouan, je fais des vidéos sur l'actualité, les sciences politiques, l'histoire, la société. Si t'aimes bien ce type de vidéos et ce que je fais sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, moi ça m'aide énormément, et en plus quand tu seras sur YouTube, tu tomberas sur mes vidéos plus facilement. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui est à la fois passionnant et effrayant en même temps, celui des deepfakes, des vidéos ou des images truquées créées avec de l'intelligence artificielle pour remplacer le visage de quelqu'un avec celui de quelqu'un d'autre. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce format et des thèmes abordés dans cette vidéo. Bon, petit disclaimer avant que la vidéo commence, je peux évidemment pas anticiper le futur, je peux pas voir dans le futur, je sais pas si les deepfakes menaceront ou détruiront nos démocraties. Mon but ici c'est plutôt de vous donner un max d'infos sur le sujet, comme ça vous faites votre avis et on discute de tout ça dans l'espace commentaire. Ça va être une vidéo assez longue et remplie d'infos croustillantes, donc installe-toi confortablement, en famille, entre potes, et on s'y met. Un deepfake, une contraction de deep learning, apprentissage profond et fake, qui veut dire faux, c'est une manipulation très sophistiquée de contenu multimédia grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette technologie permet de substituer de manière convaincante un visage, une voix ou même un ensemble de comportements dans des vidéos, des images ou des enregistrements audio existants. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais surtout parler des deepfakes sous forme de vidéo, mais je t'explique tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Et tout de suite, un exemple de deepfake. Si t'as vu les films d'ici récemment, t'as sûrement remarqué que c'était pas Nicolas Cage qui jouait Superman, et ça perso ça me rend hyper triste. D'ailleurs si tu cherches Nicolas Cage deepfake sur YouTube, tu tomberas sur des résultats incroyables, je te conseille de le faire. Alors oui, les vidéos truquées ça existe depuis longtemps. Pour l'anecdote, dans les années 1890, pendant la guerre hispano-américaine, la Edison Manufacturing Company voulait filmer des scènes de combat, mais c'était trop compliqué de transporter les caméras parce qu'elles ressemblaient à ça. Donc légèrement plus encombrant qu'un smartphone. Et donc le mec chargé de réaliser le film, Albert Edward Smith, après avoir récupéré quelques plans du conflit à Cuba, a tout simplement demandé à des acteurs de simuler des scènes de combat où les Américains étaient victorieux face aux Espagnols, et il a mélangé ces images avec ses vraies vidéos de combat. Et le pire c'est que ça a marché. Les Américains ont kiffé le film, et ça a créé un sentiment de patriotisme qui a sûrement aidé les efforts de guerre. Bref, c'était pas des deepfakes, mais je voulais juste te montrer que la manipulation d'images, ça date pas d'hier. Pour revenir au sujet de la vidéo, l'histoire des deepfakes commence au début des années 1990, lorsque des chercheurs ont commencé à développer des techniques d'animation faciale et de manipulation d'images performantes.
En 1997, 3 mecs, Christoph Burgler, Michel Kovel et Malcolm Slaney, ont créé le programme Video Rewrite, capable de modifier automatiquement des séquences vidéo existantes pour créer un nouveau contenu d'une personne prononçant des mots qu'elle n'avait pas prononcés dans la version originale. Et c'est le premier système à automatiser la réanimation faciale. Les recherches continuent dans les années 2000. En 2001, Timothy F. Coutts, Gareth J. Edwards et Christopher J. Teller ont mis au point le modèle d'apparence active AAM, qui est un modèle statistique du visage humain pouvant être utilisé pour déformer des images de visage. Et en voyant le développement de ces nouvelles technologies, un utilisateur de Reddit, un petit malin du nom de Deepfake, a une idée. Et cette idée, vous inquiétez pas, elle est tout à fait éthique et bienveillante, vous allez voir, c'est génial. En octobre 2007, il commence à créer et partager des vidéos pornographiques avec des visages de personnalités connues, des stars, des femmes d'Hollywood. Ces deepfakes ont évidemment été bannis de Reddit, mais ils se sont rapidement répandus sur d'autres plateformes de médias sociaux. C'est la naissance des deepfakes. Alors une question importante qu'on peut se poser, c'est comment ça marche les deepfakes? Comment fonctionne le processus de création d'un deepfake? Je vais pas aller dans les détails de fabrication des deepfakes dans cette vidéo parce que c'est pas vraiment l'approche qui m'intéresse, mais si vous voulez en savoir plus sur ce processus, je vous invite à regarder cette vidéo juste ici qui vous explique ça en détail. En quelques mots, les deepfakes sont créés à l'aide de l'intelligence artificielle. L'IA est utilisée pour superposer le visage d'une personne sur le corps d'une autre personne dans une vidéo. Et ça peut être fait en utilisant ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels, qui vont apprendre les caractéristiques faciales de la personne dont le visage est sur la vidéo. Une fois que l'IA a appris ces caractéristiques, elle peut les appliquer au visage de la personne dont le visage doit être superposé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les outils de fabrication des deepfakes sont de plus en plus accessibles. En fait, on est en train de vivre une vraie démocratisation de ces instruments. Avec des logiciels comme Deep Face Lab et FaceSwap, n'importe qui peut fabriquer son propre deepfake. Le faites pas. Aujourd'hui, la technologie des deepfakes est utilisée majoritairement pour créer deux types de contenus. D'une part, pour créer des vidéos pornographiques. Selon la société de recherche Sensity AI, plus de 90% des deepfakes sont de nature pornographique. Et d'autre part, les deepfakes sont aussi utilisés pour créer des vidéos humoristiques drôles. Sur les réseaux sociaux, on retrouve deepfake Tom Cruise, deepfake Keanu Reeves, Nicolas Cage, etc. Avant qu'on explore ensemble les conséquences néfastes, les points négatifs des deepfakes, c'est vrai qu'il y a certains points qui sont intéressants et peuvent bénéficier la société. En Corée du Sud, les chaînes de télé sont en train de tester les deepfakes pour diffuser les différentes nouvelles, les breaking news, plus rapidement. Bon, c'est pas mal, ça peut être utile. À Hollywood, on utilise pas mal les deepfakes pour rajeunir les acteurs. What is it they've sent us? Help. Oui, pourquoi pas. Bon, j'avoue, cet extrait il fait un peu peur. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'actrice Carrie Fisher avait donné son autorisation pour utiliser son image au studio Lucasfilm. C'est aussi dans le dernier Indiana Jones, et c'est un peu mieux fait. It was getting what he was doing. Meaning it Apparemment aussi, la technologie des deepfakes est aussi utile pour le monde de la mode. Il permettrait aux clients d'essayer virtuellement des vêtements ou pour réduire les coûts de production des publicités jusqu'à 75% en éliminant la nécessité de recourir à des modèles humains. Un autre avantage, la société de logiciels Synthesia, basée à Londres, a aidé des milliers d'entreprises à développer des programmes de formation et de communication dans au moins 60 langues en utilisant plus de 45 avatars différents. Un truc plus intéressant, pour le secteur de l'éducation, la technologie des deepfakes peut également être utilisée pour créer des vidéos réalistes d'événements qui ont eu lieu, mais qui n'ont pas été enregistrés. Et donc, des reconstitutions extrêmement précises d'événements historiques peuvent être créées plus facilement. Par exemple, un prof pourrait utiliser un deepfake, une reconstitution du couronnement de Napoléon, pour illustrer l'événement et montrer ce qui s'est vraiment passé. Ça, je trouve ça cool. Et un dernier point positif, les contenus enregistrés à l'origine dans une langue peuvent être doublés de manière plus transparente dans une autre langue. Si ça t'intéresse, tu peux retrouver plus d'informations dans cet article. Et d'ailleurs, toutes les sources que j'ai utilisées dans cette vidéo sont dans la description si t'es curieux. Bon, tout ça, c'est très bien, les deepfakes, c'est génial, il y a plein d'avantages. Bon, j'avoue que les avantages sont pas hyper convaincants. En fait, j'ai un peu l'impression que la technologie des deepfakes permet aux grosses boîtes de minimiser leurs coûts ou de faire plus de profit. Et en plus, si on se penche vraiment sur le sujet, on remarque que les conséquences des deepfakes sont plus néfastes que positives. Et sans être trop pessimiste, c'est ces usages malveillants qui vont nous intéresser dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est les deepfakes de nature politique, des deepfakes qui ont des motivations mais aussi des conséquences politiques. Petite pause, je vous arrête 2 minutes, mais c'est important.
Pour bien comprendre l'impact et le rôle politique et social des deepfakes, il faut qu'on revienne un peu avant dans notre réflexion à un concept essentiel, le rôle des vidéos dans nos sociétés contemporaines. Les vidéos, elles jouent un rôle hyper important dans notre vie au quotidien. Tous les jours, on prend des décisions importantes sur la base de connaissances acquises grâce aux vidéos. Un article scientifique écrit par Fisk et Taylor, qui s'appelle Social Cognition, nous montre que nos choix de consommation, par exemple, sont influencés par ce qu'on voit dans les vidéos. Mais les vidéos influencent aussi nos choix politiques. Pour illustrer, des vidéos enregistrées par des smartphones ont fait perdre des élections à des hommes politiques, des policiers ont été licenciés et même poursuivis en justice, et plus récemment, des manifestations de masse ont eu lieu dans le monde entier. On va prendre l'exemple d'un cas plus concret. Si tu tombes sur une vidéo où ton candidat préféré sympathise ou collabore avec des membres du parti qui s'éloignent le plus de tes pensées politiques juste avant n'importe quelles élections, il y a des chances que tu mettes un autre nom dans l'urne. Et important aussi, on s'informe de plus en plus sur l'actualité grâce au format vidéo. Selon une étude du Pew Research Center, un quart des adultes américains s'informent régulièrement sur YouTube et 10% sur TikTok. Et ce chiffre est encore plus élevé pour les jeunes et augmente d'année en année. En France, l'utilisation de TikTok pour les actualités est en augmentation à 8%, avec près du double, 15% pour les 18 à 24 ans, selon une étude réalisée par Reuters Institute en 2023. Et encore une fois, les sources citées dans cette vidéo sont dans la description. D'une certaine manière, les vidéos sont la dernière chose qu'on peut croire. Les mots, les informations manuscrites peuvent être manipulés. Les photos peuvent être manipulées aussi, avec Photoshop ou avec l'IA. Et avant l'émergence des deepfakes, les vidéos, on leur faisait confiance. Enfin, plus confiance que les photos, par exemple. Alors oui, la manipulation d'images, ça existait bien avant l'émergence des deepfakes. Prenez, par exemple, le ministère de la propagande nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais avant, on te montrait une vidéo de Macron, tu te posais même pas la question si c'était lui ou pas. Maintenant, il y a plus de doutes. John Villaseñor nous explique dans un passage que je trouve particulièrement intéressant. Historiquement, la désinformation en politique consistait à dire ou à écrire quelque chose à propos de quelqu'un d'autre. Avec les deepfakes, les attaquants transforment leur cible en agents de leur propre subversion. La question que je veux poser, c'est celle-là. Si on peut pas faire confiance aux vidéos, on peut faire confiance à quoi ? Si les vidéos étaient notre dernière voie vers la réalité et la vérité, eh ben, qu'est-ce qui nous reste ? Pas grand-chose. La première grande question liée au deepfake, c'est celle des droits d'auteur. Vous avez sûrement déjà entendu parler de sons créés de toutes pièces avec la voix d'artistes connus sans qu'ils chantent eux-mêmes sur le morceau. Et c'est assez fou. Un exemple connu, c'est un son deepfake de Drake et The Weeknd, et en vrai, c'est vraiment pas mal. C'est même carrément fou de pouvoir créer un morceau sans que l'artiste participe lui-même à ce son. C'est flippant. Avec la technologie des deepfakes, on peut même faire revivre des artistes morts. Écoutez ça par exemple. Pour ceux qui auraient pas reconnu, c'est un cover IA de Radiohead par Nirvana. Allez écouter le son en entier, mais perso, moi, ça m'a donné la chair de poule d'entendre Kurt Cobain chanter comme ça. Même si c'est pas lui. Alors forcément, tout ça, ça plaît pas du tout aux artistes qui se font littéralement voler leur voix. Et ça plaît pas non plus aux grands labels qui se font de l'argent avec la voix de ces artistes. Et d'ailleurs, on peut étendre la problématique au film aussi. Donc voilà, premier enjeu et question importante, celle des droits d'auteur. Je pourrais faire une vidéo plus longue sur le sujet, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et peut-être que je ferai ça. Sur le plan géopolitique, les deepfakes sont utilisés pour des efforts de contre-espionnage. Un des mecs qui bosse à la National Geospatial Intelligence Agency a déclaré pendant une conférence en 2019 que la Chine avait acquis la possibilité de créer des fausses images satellites grâce à la technologie des deepfakes. En gros, la Chine publie des fausses images crédibles de son territoire, générées par l'IA, dans l'espoir de tromper les analystes occidentaux et d'éviter l'espionnage des grandes puissances rivales. En relations internationales, les deepfakes peuvent aussi contribuer à la montée du whataboutisme, un sophisme logique et une technique de propagande qui consiste à rejeter l'argument d'un adversaire en soulevant un cas différent, sans réfuter ou réfuter directement la première affirmation. En gros, pour faire simple, c'est le fait de dire « what about him ?» et lui alors, quand on vous accuse de quelque chose. Par exemple, si vous critiquez les États-Unis pour leur bilan en matière de droits de l'homme, un whataboutiste pourrait répondre en disant « Et la Chine alors ? Leur bilan en matière de droits humains est bien pire. » Mais cela ne répond pas à votre critique des États-Unis mais tente d'en détourner l'attention. Pendant un conflit armé, les deepfakes peuvent aussi être utilisés pour donner l'impression que le camp adverse fait bien pire que nous, pour montrer que les adversaires ont commis des atrocités similaires alors que c'est pas le cas.
Pour vous donner un exemple très concret, le 27 mars, des comptes pro-russes sur les médias sociaux ont commencé à partager une vidéo non confirmée de soldats ukrainiens torturant des prisonniers de guerre russes en leur tirant dans les jambes pendant les interrogatoires. Et le but, c'est de donner une forme de légitimité aux forces russes, qui répondent juste aux attaques, aux violences ukrainiennes. Donc, pour résumer tout ça, il y a un vrai risque que les intelligences artificielles et les deepfakes soient utilisés pour détourner l'attention des gens. Et au-delà de ces perspectives hyper intéressantes, les deepfakes menacent aussi les fondements même de nos démocraties. À la base, la démocratie, c'est un système de gouvernement dans lequel les citoyens peuvent choisir leurs dirigeants par le biais d'élections libres et équitables. Si les élections d'un pays ne répondent pas à ces critères, c'est pas une démocratie. La principale liberté électorale en jeu lorsqu'il s'agit des deepfakes, c'est la liberté de faire campagne. Les candidats, les partis et leurs partisans doivent pouvoir faire campagne librement et les électeurs doivent pouvoir accéder aux informations qu'ils diffusent avant de décider pour qui voter sur la base d'informations généralement véridiques et transparentes. Et les deepfakes ont la capacité d'abîmer cette liberté de faire campagne et de manière générale et systémique la liberté électorale. Et ça de 4 façons différentes. Premièrement, les vidéos deepfake peuvent être utilisées pour discréditer l'adversaire sur des fausses bases, ce qui menace la capacité des citoyens à évaluer précisément le caractère et les revendications d'un candidat. Au Gabon, l'armée a lancé un coup d'État qui a finalement échoué après la diffusion d'une vidéo apparemment falsifiée du dirigeant Ali Bongo qui laissait entendre que le président n'était plus en assez bonnes conditions pour exercer ses fonctions. Alors on n'est pas sûr s'il s'agit vraiment d'un deepfake, mais certains défendent cette thèse. C'est le cas de Ben Mumbamba qui s'est pourtant présenté contre Bongo lors des 2 dernières élections. En fait, cette étude de cas nous montre aussi que les deepfakes peuvent avoir un impact plus important dans les pays en développement ou moins riches. Certains experts avertissent que les deepfakes pourraient faire plus de dégâts dans les pays en développement qui abritent souvent des gouvernements fragiles et des populations dont la culture numérique est balbutiante. Pour vous donner un autre exemple, en Belgique, un groupe politique qui lutte pour plus d'action pour le climat a diffusé un deepfake du Premier ministre belge prononçant un discours qui établissait un lien entre l'épidémie de Covid-19 et les dommages causés à l'environnement et appelait à une action drastique contre le changement climatique. Donc ici on voit bien que les deepfakes peuvent être utilisés pour servir les intérêts de partis politiques. Les deepfakes peuvent aussi être utilisés pour intimider l'opposition. Un candidat peut dire à un de ses concurrents que s'il ne retire pas sa candidature pour une élection, une vidéo deepfake sera diffusée, créée par l'IA, ce qui peut nuire à sa réputation. Les deepfakes peuvent aussi faciliter la suppression d'électeurs en diffusant de fausses informations sur le moment et la façon de voter. Et c'est déjà arrivé que la désinformation vise la participation électorale. En 2016 aux US, des fausses informations circulaient qui indiquaient que les électeurs pouvaient voter par texto, ce qui était totalement faux. Donc il y a un réel danger. On peut imaginer que les deepfakes pourraient amplifier les risques de désinformation par rapport au processus même du vote, qui sont déjà bel et bien présents. Enfin, les deepfakes peuvent réduire la participation électorale en créant un sentiment d'apathie ou de désillusion. Si les gens se sentent incapables de faire la différence entre les faits et la fiction, ou de comprendre ce pourquoi ils votent à cause des deepfakes, ils peuvent se désintéresser complètement de la politique et moins voter, ce qui limite mécaniquement la légitimité du gouvernement démocratique. C'est déjà le cas aux États-Unis par exemple, où près de la moitié des gens ont réduit leur consommation d'informations à cause des inquiétudes suscitées par ces fake news. Au-delà des élections, les deepfakes peuvent porter atteinte au processus démocratique une fois qu'un gouvernement est arrivé au pouvoir. D'un côté, les deepfakes peuvent rendre extrêmement difficile le processus d'élaboration de politique. Si les citoyens ne peuvent plus s'accorder sur une et même unique version de la réalité, un consensus devient plus difficile à atteindre. Si les conspirations et le subjectivisme prennent le dessus sur l'info vérifiée, la cohésion d'une nation est mise en péril. Et ça peut devenir très difficile de se mettre d'accord sur des projets de loi et des mesures à adopter. Pour illustrer, un pays peut difficilement s'attaquer au problème du réchauffement climatique sans une quasi-unanimité sur l'existence même de ce problème. D'un autre côté, les deepfakes menacent un aspect fondamental, essentiel pour nos démocraties, celui de la responsabilité des gouvernements. Même après des élections qui ont lieu qu'une fois toutes les quelques années, il existe d'autres mécanismes qui garantissent que les dirigeants font pas n'importe quoi. Et ces mécanismes, c'est ce qu'on appelle des structures de responsabilité ou des contrepoids, et ils permettent à des acteurs indépendants comme des organisations de la société civile, c'est-à-dire non gouvernementales, de s'assurer que le gouvernement reste attentif aux demandes de la société. Et le problème, c'est que ces institutions de contrôle peuvent être discréditées ou réduites au silence par les mêmes tactiques de manipulation que celles utilisées pour diffamer les politiciens. Bon, maintenant que je vous ai expliqué la relation entre les deepfakes et la démocratie, j'aimerais vous parler de 2 paradoxes qui sont fascinants par rapport aux deepfakes.
On a vu un peu plus tôt dans la vidéo que les deepfakes pouvaient être utilisés pour discréditer les politiciens. On les montre dans des situations embarrassantes, etc. Mais, et là c'est le grand paradoxe des deepfakes et des fake news en général, un politicien peut très bien dire « Ah bah non, c'est pas moi, c'est un deepfake de moi », alors que la vidéo est vraie. Chacun pourra ainsi utiliser les deepfakes pour nier la réalité, et donc faire à peu près ce qu'il veut sans réelles conséquences. Trump, par exemple, et c'est un peu l'exemple type, utilise l'excuse des deepfakes et des fake news pour nier des trucs qu'il a dit. En 2018, le gouverneur de Sao Paulo au Brésil, João Doria, marié, a affirmé qu'une vidéo où il participait à une orgie était un deepfake et personne n'a été en mesure de prouver que ce n'était pas le cas. Cette situation s'appelle le dividende du menteur. Daniel Citron, plutôt, une prof à la faculté de droit de l'université de Virginie, nous explique « Lorsque rien n'est vrai, la personne malhonnête prospère en disant que ce qui est vrai est faux ». Donc, pour résumer, les deepfakes n'introduisent pas seulement des fausses informations, du faux contenu dans l'environnement de l'information, mais affaiblissent aussi la valeur des contenus authentiques. Dans leur nouveau rapport, Daniel Citron et Bobby Chesney nous proposent une solution au dividende du menteur qui s'appelle la technologie des registres de vie immuables. Oui, c'est le terme exact. En gros, on te filme H24 pour pas que tu puisses dire « Ah bah non, c'est pas moi, c'est un deepfake, c'était pas moi, c'est faux », on te filme tout le temps et comme ça on est sûr que c'est bien toi. Si vous voulez vraiment qu'on soit sûr que c'est pas un deepfake, filmez-vous absolument tout le temps et ça marchera. Est-ce que c'est une solution qui me plaît ? Non. Non mais ça me paraissait intéressant de vous en parler quand même. D'ailleurs, perso, moi j'utiliserais la technologie deepfake pour faire semblant d'être surveillé. Le deuxième paradoxe, c'est l'effet Streisand. En gros, pour faire simple, c'est l'effet selon lequel chercher à prouver qu'une info est fausse, dans notre cas si une vidéo est un deepfake, le renforce en réalité. En fait, ça veut dire que plus on essaye de prouver qu'un deepfake est véritablement un deepfake, plus on lui donne de l'attention et plus les gens seront susceptibles d'y parvenir et d'y croire. Donc comment faire ? Bah c'est pas facile. Pour essayer de trouver des solutions à ce problème de deepfake, il faut déjà les remettre dans leur contexte technologique et sociopolitique. On va commencer par le côté technologique. Les deepfakes sont en circulation en grande partie sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, le flux d'informations sur les réseaux sociaux est surtout contrôlé par des algorithmes qui vont mettre en avant du contenu qui obtient un niveau élevé d'engagement. Donc beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, ah regarde cette vidéo, c'est incroyable. Donc on peut imaginer qu'un deepfake ou une personnalité politique va dire ou faire quelque chose de choquant va recevoir beaucoup de commentaires, de partages, de réactions, ce qui va amplifier le problème. L'algorithme va montrer la vidéo à plus en plus de gens et c'est un cercle vicieux de désinformation. Et en plus de ce problème, les plateformes de réseaux sociaux collectent énormément de données sur nos goûts, nos habitudes et même nos inclinations politiques. Don Fallis, prof à l'université Northeastern aux États-Unis, nous explique que grâce à ces données, on pourrait cibler précisément un public et lui balancer un deepfake qui serait en accord avec ses préférences. Et donc, il serait plus susceptible de le croire. En gros, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est un concept psychologique selon lequel on serait plus enclin à croire des informations qui confirment nos croyances existantes. Si on reprend l'exemple du deepfake de Zelensky qui était pas franchement crédible, Fallis nous dit « Quelle que soit la crédibilité de l'information, si vous avez un fort penchant pour un point de vue particulier et si vous recevez des informations qui confirment ce préjugé préexistant, la source de cette information et la plausibilité de cette information peuvent ne pas avoir d'importance. » Et ça me permet de faire le lien avec le côté socio-politique de tout ça. Selon David Laser, professeur en sciences politiques et en information à l'université de Northeastern aussi, quand les opinions politiques sont de plus en plus divisées, cela influence la façon dont les gens comprennent les fake news. Pour lui, il y a une relation à double sens entre la polarisation politique, la montée des extrêmes et la diffusion et l'impact des fake news. En gros, plus la polarisation politique est importante, plus les deepfakes seront efficaces. Et dans le sens inverse, plus les deepfakes se propagent, plus la polarisation augmente. Il nous dit, il pourrait être tout à fait possible que la polarisation politique et la propagation de fausses informations soient liées, mais cela nécessite plus de recherche pour être confirmé. Tout ça pour dire que les deepfakes doivent être compris, analysés, étudiés dans leur contexte technologique et sociopolitique, en prenant compte de nos biais cognitifs en tant qu'être humain. Bon, maintenant on va parler des efforts, des solutions qui ont été proposées pour minimiser le danger des fake news. Et on va commencer par les lois. En France, pour faire simple, on manque drastiquement de législation sur le sujet. En fait, il n'y a pas vraiment de texte qui s'occupe de ça. Le Sénat a adopté des nouvelles règles concernant les deepfakes lors de l'examen de la loi Sécuriser et réguler l'espace numérique, mais elle traite uniquement des deepfakes pornographiques. Et au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas vraiment de loi efficace non plus pour lutter contre les dangers des fake news. Le 14 juin 2023, la loi sur l'IA a été adoptée. On va aller jeter un petit coup d'œil au texte.
Ok, alors ils ont divisé le niveau de risque en 4 catégories. On va essayer de retrouver où ils ont classé les deepfakes. Risque inacceptable, non. Risque élevé, non plus. Risque limité. Yes! Le texte nous dit, pour certains systèmes d'IA spécifiques, seules des obligations minimales en matière de transparence sont proposées, en particulier lorsque des dialogues ou des trucages vidéo ultra réalistes sont utilisés. Donc, c'est clairement pas assez et c'est vague. Pourquoi est-ce que les deepfakes sont pas classés au niveau des risques inacceptables? Nathalie Smua, chercheuse juridique à l'Institut universitaire européen, a écrit sur la loi européenne sur l'IA et les deepfakes, et on a plutôt le même point de vue sur le sujet. Elle critique le fait que les deepfakes soient dans la catégorie risque limité parce que ça signifie qu'ils sont soumis qu'à un ensemble limité d'obligations de transparence. Elle demande en fait que la loi soit modifiée pour classer les deepfakes dans la catégorie des systèmes d'IA haut risque, ce qui les soumettrait à une réglementation plus stricte. Pour résumer tout ça, il y a encore beaucoup de boulot. L'origine des deepfakes est technologique, alors est-ce qu'on peut trouver des solutions qui sont également technologiques? En gros, comment les grands acteurs de l'innovation répondent-ils aux dangers des deepfakes? Début 2020, Meta, anciennement Facebook, a annoncé une nouvelle politique interdisant les deepfakes sur ses plateformes. Meta a déclaré qu'elle supprimerait les contenus édités par l'IA susceptibles d'induire les gens en erreur, mais a précisé que les satires ou les parodies utilisant la même technologie seraient toujours autorisées sur les plateformes. TikTok, de son côté, interdit les contrefaçons numériques, médias synthétiques ou médias manipulés, qui induisent les utilisateurs en erreur en déformant la vérité des événements et causent un préjudice important au sujet de la vidéo, à d'autres personnes ou à la société. Reddit, enfin, n'autorise pas les contenus qui usurpent l'identité de personnes ou d'entités de manière trompeuse ou mensongère, et cela inclut explicitement les deepfakes. Des logiciels sont en train d'être développés pour essayer de détecter les deepfakes, mais pour l'instant, c'est plutôt simple de détecter par nous-mêmes si une vidéo est un deepfake ou non. Au niveau des actions individuelles qu'on peut faire nous au quotidien, les auteurs Fallis et Berkman soulignent l'importance pour les utilisateurs de cultiver leur esprit critique lorsqu'ils s'aventurent en ligne. Donc soyez vigilants, ne gobez pas tout. L'Organisation pour la sécurité des médias sociaux soutient actuellement le media training dans les écoles publiques en aidant les enfants à comprendre les sources d'informations afin qu'ils puissent adopter une approche non partisane pour évaluer et comprendre la crédibilité du contenu. Il est extrêmement important pour notre démocratie de comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, explique M. Berkman. Il est également important de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux à des quantités saines afin que les gens puissent éviter les deepfakes utilisés à des fins de propagande. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as pu en apprendre plus sur les deepfakes et leur impact sur nos vies, nos sociétés et nos démocraties. Les deepfakes sont là pour rester, donc restez vigilants. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans l'espace des commentaires et surtout n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait chaud au cœur.